Le conseil régional de leader Tabat de Niamey a rendu public une déclaration cet après-midi. Elle est relative à la situation interne qui prévaut dans le parti. Conformément à la loi, c'est ce mercredi 16 mars 2016 à minuit que s'épuise le mandat des députés de la première législature de la 7e République. Quelques citoyens nigériens apprécient les travaux qu'ils ont abattus en 5 ans d'exercice. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'élection présidentielle deuxième tour aura lieu ce dimanche 20 mars 2016. L'affiche mettra aux prises Issouf Mahamadou contre Hamamadou. Voyons dans ce sujet le portrait du candidat Issouf Mahamadou, candidat à sa propre succession. Issouf Mahamadou a vu le jour en 1952 à Dandaji, dans la région de Tawa. Marié et père de 5 enfants, cet homme, passionné de lutte traditionnelle et de lecture, est un leader né ayant très vite trouvé sa voie dans un savant dosage de valeurs traditionnelles et religieuses ainsi que d'engagement militant progressivement cultivé au fil des années de vie associative et de lutte politique. Ingénieur civil des mines, formé à l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne en France dans les années 70, Issouf Mahamadou a occupé de hautes fonctions au sein de l'administration nigérienne, notamment comme directeur des mines, puis secrétaire général, directeur des exploitations et directeur technique à la Somaïr entre 1976 et 1992. En 1990, à la faveur de l'avènement de la démocratie et du multipartisme au Niger, Issouf Mahamadou épris des valeurs de justice et de liberté, de solidarité et de progrès, crée avec certains amis le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Pendes Tareya. Porté à la tête de ce parti, il fut d'abord Premier ministre chef du gouvernement, puis président de l'Assemblée nationale du Niger. Ensuite, il est élu pour 5 ans comme président de la République en 2011 sur la base d'un ambitieux programme dit de renaissance du Niger. En fait, c'est un leader charismatique, un patriote sincère, un dirigeant intègre, pétri du sens de l'honneur, qui s'est fait ainsi élire. Cet homme, aguerri par 25 années de lutte sans merci contre les maux qui minent la société nigérienne et qui a une parfaite connaissance des dossiers clés du pays, a mis toute son énergie au cours de ces 5 dernières années pour assurer le mieux-être de ses concitoyens avec des résultats qu'aucun autre dirigeant à la tête de ce pays n'a pu réaliser en si peu de temps. Ainsi, grâce à la mise en œuvre de son programme de renaissance, flanqué de l'ingénieuse initiative 3e, le premier président de la 7e République a su conjurer le spectre de la famine, booster les différents secteurs sociaux de base, développer les infrastructures énergétiques et de communication en zone urbaine et rurale, comme construire des milliers de kilomètres de routes à travers le Niger, réaliser le vieux rêve du chemin de fer en inaugurant le tronçon d'Osso-Niamey, construire la centrale thermique de Gorubanda, l'hôpital de référence, les 2 échangeurs de Niamey, pour ne citer que ces exemples. Le tout a pu être possible parce qu'au cours de son mandat, Elhadji Issouf Mahamadou a su rendre effective la sécurité des personnes et des biens malgré les foyers de tension qui entourent le Niger. C'est donc pour consolider ses acquis et inscrire définitivement le Niger sur la voie du développement que le président de la République sortant, Elhadji Issouf Mahamadou, se présente à nouveau devant ses concitoyens dans le cadre de l'élection présidentielle. Issouf Mahamadou renouvelle son ambition pour le Niger, celle d'en faire un pays véritablement émergent à travers le programme de Renaissance 2. Et puis, comme annoncé hier par le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, le président du Modern Lumana Africa, Hamamadou, a quitté Niamey cet après-midi à destination de Paris, en France, pour se faire soigner. Comme nous le confirme le député Nassirou Halidou du parti Lumana Africa. Je vous le confirme, il a quitté Niamey vers 15h, 14h46 exactement. Pour quelle destination? Paris. Et dans quelles conditions le président a quitté Niamey, honorable? Les conditions que vous savez. De toute façon, je n'ai rien caché et j'ai toujours dit que nous devons avoir confiance en Dieu. Un chef ne meurt pas. Hama a quitté Niamey pour Paris
sa santé s'est stabilisée. On a confiance à ses médecins, on a confiance à son avenir, on croit à son avenir et on croit à l'avenir de la formation politique qu'il a créée. Et quel est votre mot à l'endroit des militants pour qu'ils se tranquillisent? J'appelle tous les militants de se tranquilliser, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de danger à la demeure. Tout organisme humain est appelé à être malade un jour, sinon on n'est pas des musulmans. Ce n'est pas la première fois que tu es malade. Et ce n'est pas la première fois qu'il va pour ses soins à l'hôpital américain de Paris. Il va se soigner. Il n'y a rien de danger dedans. Comme n'importe quel. Vous confirmez qu'Hama a quitté Niamey aujourd'hui pour destination de Paris, c'est bien ça? Oui, je confirme. Voilà, cette affaire donc qui a défrayé la chronique depuis quelques jours, c'est cette affaire d'évacuation du président Mamadou qui a eu lieu finalement cet après-midi. Vous l'avez suivi tout à l'heure avec le député national Lidou. Alors, il y a déjà le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, a annoncé que Hama sera évacué. Suite à cette sortie médiatique du ministre Marou Amadou, le parti Lumana Africa a réagi. Ainsi, pour Bakary Seydou, le ministre Marou Amadou n'a aucune information sur l'état de santé de Hama et ne doit nullement contester le diagnostic de son médecin traitant. On écoute le député Bakary Seydou du parti Lumana Africa. Le show médiatique que le ministre de la Justice est venu faire, la seule chose que je sais, c'est que le ministre de la Justice ne connaît rien de l'état de santé du président Hama, parce qu'il n'a aucune information. Nous qui rendons régulièrement visite au président Hama, nous savons que le président Hama était malade depuis longtemps. Mais du fait de sa situation, je crois qu'il n'a pas voulu beaucoup alerter l'opinion nationale et internationale, parce que les gens allaient interpréter ça d'une autre manière. Mais visiblement, il était fatigué. Alors, quand le ministre vient pour qu'il dise que il y a 1 heure de temps, lui-même il aurait dit qu'il est en bonne santé, qui lui a rapporté ça. Je crois que c'est des choses qu'un responsable ne devait pas dire. Parce qu'un responsable, quand il s'exprime, il doit s'exprimer sur des informations qui sont vraies. Voilà par rapport à ce point de presse que moi je considère comme un show, parce que l'opposition est sortie au créneau pour pouvoir interpeller le gouvernement par rapport à la situation du président Hama. Hama souffre d'une maladie chronique, comme l'a dit son médecin, donc qui nécessite des traitements réguliers. Or, ça fait aujourd'hui 4 mois que Hama est en prison. Donc son médecin a écrit une correspondance pour demander à ce qu'on lui permette de pouvoir aller faire ce traitement. La correspondance, c'est elle qui a été jointe à sa demande de mise en liberté provisoire, laquelle demande de mise en liberté a été mise en délibéré pour une autre date. Donc, c'est une situation connue. Et nous qui rendons visite régulièrement au président Hama, en le voyant, on sentait déjà un homme qui était affaibli, qui était fatigué. Ça, ce n'est pas de la désinformation. Quand le ministre de la Justice dit que le professeur Yak, c'est un professeur, il ne faut pas qu'il l'oublie. C'est l'un des médecins aujourd'hui les plus agréés du Niger, qu'ils disent que le professeur Yak est en train de divulguer de la fausse information. Et pour cette raison, on l'arrête. Vous croyez que ça c'est normal? Dans quel pays on est? Au titre des activités des partis politiques, retenons que leader Tabat est-il en proie à décision. En tout cas, le conseil régional de Niamey de ce parti a fait une mise au point cet après-midi à travers une déclaration. Dans celle-ci, le conseil régional Uder Tabat de Niamey a désavoué certains de leurs camarades qui, selon eux, roulent pour le PNDS Taraya. Le compte rendu avec Ousmane Sidikou. Bloc serré du conseil régional Uder Tabat de Niamey, l'Union pour la démocratie et la République derrière le bureau politique national du parti. Réaffirmation et attachement aux idéaux du parti face à ce qu'il qualifie de comportement de bas étage de la part de certains égarés politiques. Il vous souviendra
que par communiqué de presse en date du 4 mars 2016, le Bureau politique national rendait publique une déclaration fustigeant le comportement de certains militants du parti qu'il avait quitté depuis peu, tout en s'adonnant à une basse manœuvre visant à inciter nos vrais militants à ne pas respecter les directives du Bureau politique national et de les suivre dans leur mercenariat au profit du PNDS-TADEA. Voilà que, depuis le samedi 12 mars 2016, ces individus sans scrupules, ni vergogne, qui prétendent parler au nom du Bureau politique national, sont apparus au grand jour. Et quelle ne fut pas notre surprise de constater que les principaux instigateurs de cette déclaration, qui s'attaquaient directement et bassement au président du parti, son Excellence Amadou Boubacar Cissé, sont ceux-là même qui ont bénéficié de beaucoup de privilèges grâce au parti UDR Tabat. Comportement en porte-à-faux de l'obédience tout comme de la ligne directrice du parti, d'où le veut émis de prendre incessamment des sanctions à l'encontre des contrevenants. C'est pourquoi le Conseil régional de Niamey tient à rappeler que ces individus avaient déjà suspendu toute activité au sein de notre parti depuis plusieurs mois. Certains parmi eux étaient même au meeting du PNDS-TADEA du 18 février 2016. Et depuis cette période, ils agissent sous l'instigation de leur maître à penser du PNDS-TADEA. Fort de ce constat, le Conseil régional de Niamey demande au bureau politique national de prendre les dispositions nécessaires pour l'exclusion de notre parti UDR Tabat, de ses camarades aux intestins fragiles, qui nous voient déjà à l'opposition après les élections du 20 mars 2016. Une vive réplique du Conseil régional UDR Tabat de Niamey, qui réaffirme sa fidélité au parti et ses engagements vis-à-vis de la COPA 2016, la coalition politique pour l'alternance. Je l'annonçais dans les titres, le mandat de la première législature de la 7e République est à son terme. Quelle appréciation font les citoyens du travail abattu par les députés en 5 années d'exercice? Écoutons quelques-uns interrogés ce matin par une de nos équipes. Je pense que même si vous voyez vos enfants, vos propres enfants en train de s'insulter, ce n'est pas responsable. La plus forte raison des pères de famille venir dans l'hémicycle en train de s'insulter, ce n'est pas bien. Défendre son point de vue ça ne veut pas dire de venir s'insulter. Tu peux défendre ton point de vue, l'autre a son point de vue, vous allez vous apporter chacun ce qu'il pense d'un problème donné, on le résout avec intelligence, avec respect. Et ce n'est que des points de vue. C'est des votes, on va voter, bon, le plus fort gagne. J'ai vécu depuis le temps de Yori. Je n'ai jamais vu une assemblée pareille. Une assemblée de ce genre-là, moi je n'en ai pas vu. Et ils ont fait quoi de bon? Leurs lois qu'ils ont fait ne sont pas appliquées. Cela veut dire quoi? Leur travail n'a pas été respecté. Ça prouve qu'ils ont fait du mauvais travail. Pour moi, ils n'ont qu'à partir. Ce qu'on a vu, vraiment en partie, c'est déplorable parce que nous avons vu des députés qui étaient en porte-à-faux avec leur base. Le député, quand il est à l'Assemblée, non seulement c'est un député national, mais il est là au nom de la population. Donc, un député doit agir en fonction de la volonté de sa base. On a vu un changement à la tête de la présidence de l'Assemblée nationale, ce qui est une première au Niger en cours de mandat. Donc c'était des événements riches, dynamiques, qui ont amené beaucoup de débats sur la scène politique et dans les différentes organisations socio-professionnelles. Peut-être que je dirais que dans l'ensemble, le travail de l'Assemblée nationale a été positif parce qu'il ne faut pas oublier que dans les démocraties africaines, les assemblées sont plus un organe d'acquiescement qu'un organe de décision dans le processus démocratique. Mais quand même, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées, beaucoup d'aspects un peu inquiétants ont été remarqués.
Notamment, je reviens à la question de la levée de l'immunité, qui est le point d'achoppement de beaucoup de divergences. Dans ce journal, un volet reportage, montagne d'ordures, manque de murs de clôture. C'est le visage que présentent certains établissements scolaires de la capitale. À titre illustratif, l'école Folankora 3 de Kouartegui, où élèves et enseignants dénoncent les conditions d'apprentissage. Le reportage est signé Asma Osedou. Les responsables et les parents d'élèves de l'école Folankora 3 crient au secours de cet établissement qui, en plus de manque du mur de clôture, est menacé par les ordures. Une situation qui met mal à l'aise les élèves et les enseignants. Nous respirons mal, très mal, parce que ça dérange. Il y en a qui sont malades, qui ont des maladies donc respiratoires, et ça accentue l'effet. Notre cours n'est pas d'abord clôturé. La mairie a l'habitude de venir donc les ramasser avec des voitures, avec des caterpillars, mais cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi ils sont en retard. Donc, ça commence à exagérer. D'abord, la devanture est sale, et en même temps que la cour. Et nous avons vraiment du mal à gérer ça. Nous ramassons chaque jour les plastiques noirs avec nous. Non seulement nous sommes très mal situés, nous sommes près du marché. Nous ramassons des ordures, des papiers, mais finalement, jusqu'à présent, donc, ça commence à exagérer. Je ne sais pas cette fois-ci pourquoi la mairie est en retard. Les fumées toxiques et autres risques de maladies, c'est à tout cela que les locataires de cette école sont exposés. Les parents d'élèves se disent inquiets. La saleté et la maladie sont deux choses qui vont ensemble. Tous nos enfants étudient ici. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de ramasser ces ordures et de construire au moins un mur. C'est la faute aux gens qui déversent les ordures ici. C'est eux qui sont à la base de ce problème. Les enfants, eux, passent tout leur temps là-dessus. Nous voulons à ce qu'on dégage cette ordure vraiment. Il y a beaucoup de risques de maladie. Les responsables de l'établissement, très préoccupés, tentent de chercher une solution. Leurs regards sont fixés vers les autorités municipales. Les autorités n'ont qu'à passer à nous, de venir nous ramasser des ordures, surtout les écoles qui sont situées près des ordures et qui ne sont pas clôturées. Si l'école était clôturée, peut-être ça allait mieux. Mais l'école n'est pas clôturée, il y a des petits enfants de 5 à 12 ans jusqu'à 13 ans. Et surtout les petits enfants du jardin d'enfants. Nous avons du mal à gérer ça. Il y en a qui sont malades, qui ont des maladies respiratoires. Et parfois, nous sommes obligés de leur dire d'aller à la maison. Et on n'a pas de dépotoir. C'est ça le problème. École Folankora 3, située en plein quartier Kouartegui, est visiblement abandonnée par les autorités en charge de l'éducation. Malgré cette situation, les enseignants et les élèves ne se découragent pas. Ils continuent à travailler dans les conditions pénibles. Beaucoup de courage donc à ces enseignants et élèves. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.